Depuis 6 mois déjà, en cette mi-juin 1989, les femmes de Lincoln, capitale du Nebraska, vivent dans la terreur. Enfin, pas toutes les femmes. Seulement celles que la nature a dotées de rondeur et qui ont les cheveux clairs. Un meurtrier en série, le tueur de blondes boulottes, comme on l'a surnommé, se déchaîne en effet sur la ville. Il en est à sa 4e victime. Judith Bellow pénètre dans le parking de son immeuble. Il n'est pas sinistre comme tant d'autres. Il est bien éclairé, ses murs sont de couleur vive. Il n'en reste pas moins qu'avec ses multiples recoins, c'est le lieu idéal pour un crime. Or, par malchance, pour elle, Judith Bellow est une charmante, une délicieuse blonde boulotte. Judith introduit la clé dans sa voiture. Elle ne doit plus avoir peur. Dans quelques minutes, elle sera sauvée. Elle pousse un cri. Un homme est là. Il s'approche. Elle ne crie plus. Elle sait qu'elle est perdue. C'est lui. Elle ne s'était pas trompée. Herbert Harrison, récemment élu shérif de la ville, fait irruption dans le parking. 35 ans, les cheveux blonds et courts, il a un charme indéniable qui a peut-être contribué à son élection. Mais ce 16 juin 1989, le shérif Harrison regrette sincèrement d'avoir été élu, car ce qui lui arrive est ce que peut redouter par-dessus tout un policier. Il répète à mi-voix en grinçant des dents la 5e. Un quart d'heure plus tard, tandis qu'on emmène le corps de la malheureuse à la morgue, Herbert Harrison récapitule les premières informations qu'il a recueillies. La victime se nomme Judith Bellow, 39 ans, sans profession, mariée sans enfant. Le mari, Horace Bellow, est agent d'assurance. Que dire sinon que ce meurtre ressemble tragiquement aux 4 précédents. Les autres femmes avaient entre 30 et 45 ans. Elles étaient d'un milieu aisé. Elles ont été étranglées de la même manière. Pourtant, il va cette fois se produire quelque chose de légèrement différent. Une femme, qui avait jusque-là contemplé la scène sans mot dire, s'approche. Elle est livide. Herbert Harrison la dévisage. « Vous êtes une parente de la victime ?»« Non, j'étais sa voisine. Mais ce qui est affreux, shérif, c'est que Judith allait justement partir. » »« Comment ça partir ?»« Elle allait quitter Lincoln pour Minneapolis, où habitent ses parents. Le tueur l'a terrorisée. Elle voulait se mettre à l'abri et rester à Minneapolis jusqu'à son arrestation. Et son mari était d'accord ? Pas au début, il trouvait ses craintes ridicules, mais elle avait enfin réussi à le convaincre. Elle est venue m'annoncer la bonne nouvelle tout à l'heure, et me dire qu'elle partait sans attendre. Et c'est en allant prendre sa voiture dans le parking, la voisine s'arrête, terrassée par l'émotion. Herbert Harrison se dispose à s'en aller, pensant qu'elle n'a plus rien à dire, mais elle le retient par le bras. « Attendez, shérif. » Judith avait peur, mais une peur, une peur étrange. Elle ne cessait de dire « Je suis sûre que je serai la prochaine victime. » Elle ne se sentait pas menacée seulement à cause de son physique, parce qu'elle était blonde, petite et plutôt forte, mais comme si c'était elle, et elle seule, qui devait mourir. Le shérif quitte le témoin un peu troublé. Cette tragique prémonition n'est effectivement pas banale. Mais il ne s'agit vraisemblablement que des angoisses d'une femme hypersensible. C'est le lendemain que le shérif Harrison interroge dans son appartement Horace Bellow, le mari de la victime. Un interrogatoire nécessité par les obligations de l'enquête et qu'il s'efforce de mener avec le plus de douceur possible. Horace Bellow est un homme de 40 ans qui doit habituellement être séduisant avec sa stature élancée, mais ce n'est pour l'instant qu'un être brisé. Je n'ai pas cru Judith. Je ne me le pardonnerai jamais. Tout est de ma faute. Herbert Harrison prononce quelques mots polis qu'Horace Bellow n'écoute pas. Puis il aborde l'interrogatoire proprement dit. Pour avoir une telle peur de l'assassin, votre femme avait peut-être une raison précise. Peut-être l'avait-elle rencontré d'une manière ou d'une autre. Vous ne vous souvenez pas d'une allusion, d'un détail qui pourrait nous aider? Horace Bellow se prend quelque temps la tête dans les mains, puis regarde de nouveau le shérif. Non, franchement, je ne vois pas. Judith avait peur, très très peur, mais c'est tout. Herbert Harrison a un dernier point à évoquer.
Lors des 4 meurtres précédents, le tueur a volé un objet à sa victime. Pour 2 d'entre elles, leur montre, pour les 2 autres, une bague. Excusez-moi d'évoquer un sujet pénible, monsieur Bello, mais vous avez vu le corps de votre femme. Est-ce qu'il lui manquait quelque chose? Le veuf a du mal à réprimer son émotion. Oui, elle n'avait plus son collier en or. Je lui avais offert le mois dernier pour nos 15 ans de mariage. Cette fois, le shérif Harrison n'a plus rien à ajouter, il prend congé et retourne à son bureau pour reprendre son enquête. Mais, curieusement, à partir de là, il ne se passe rien. Le tueur de blonde boulotte ne se manifeste plus. Le mois de juin 89 s'écoule dans le calme plat. À la fin juillet, Herbert Harrison, seul dans son bureau, tente de faire le point. Il faut agir. Dans la presse locale, on ne cesse de le critiquer. L'opinion n'est nullement rassurée par l'arrêt des meurtres. Elle réclame, elle exige l'arrestation de l'assassin. Depuis la mort de Judith Bello, celui-ci se tient tranquille. La seule question à se poser, c'est pourquoi? A-t-il été effrayé par le dispositif policier mis en place? Le shérif sait très bien que non. Ce genre de fou meurtrier a un besoin irrésistible de tuer. Aucune considération ne peut l'arrêter. Il recommence jusqu'à ce qu'il soit pris. Non, si le tueur de blonde boulotte ne tue plus, c'est qu'il ne peut plus le faire. La première hypothèse, c'est qu'il est mort. Mais comme on ne possède aucune donnée sur son signalement, il est impossible de le savoir. L'affaire s'arrêtera d'elle-même et on ne connaîtra jamais son identité. Il reste pourtant une seconde possibilité. C'est qu'il soit en prison pour une autre raison que les meurtres. Et à la réflexion, c'est la meilleure voie à suivre. Le shérif décide de demander au FBI d'enquêter sur toutes les personnes arrêtées aux États-Unis depuis la mort de Judith Bello. 30 août 1989. Les recherches entreprises par le FBI n'ont rien donné. La situation en est toujours au même point. Le tueur de blonde boulotte reste introuvable et il n'a pas tué de nouveau. C'est alors qu'un homme d'une 50aine d'années à l'aspect chétif est introduit à sa demande dans le bureau du shérif. « Je m'appelle Aloysius Wagner, shérif, et voici ce que je viens de trouver chez moi. » D'un geste hésitant, l'homme dépose devant le policier 4 objets que ce dernier reconnaît immédiatement pour les avoir vus en photo dans son dossier. Ce sont les montres et les bagues des 4 premières victimes. Qu'est-ce que cela signifie, monsieur Wagner? Je vais vous expliquer, shérif. Je suis notaire à Lincoln, et j'ai fait quelques placements avec lesquels j'ai acheté plusieurs maisons. Après des mois d'enquête infructueuse, après avoir été abreuvé de reproches par ses concitoyens et de sarcasmes par la presse, Herbert Harrison n'est pas d'humeur à supporter ces préambules. Il se met à exploser. « Je me fiche de vos placements! L'assassin qui est l'assassin !» Aloysius Wagner tente de le calmer d'un geste. « Si je vous ai parlé de mes maisons, c'est que c'est important. Je les loue. L'un de mes locataires est décédé dans un accident d'auto. Et c'est en venant prendre possession des lieux que j'ai trouvé ces 4 objets. » Du coup, le shérif Harrison change de ton. Il demande fébrilement « Mais quel est son nom ?»« Davis, John Davis. Je ne l'ai vu qu'une fois lorsqu'il a signé le contrat. Il m'a dit qu'il était mécanicien dans un garage. Il était âgé de 21 ans, jeune homme plutôt sympathique. Il m'a toujours régulièrement payé, en tout cas. Et rien dans son attitude n'a pu vous laisser supposer que... Rien, shérif. Mais c'est pas là le principal. Il y a bien eu 5 victimes, n'est-ce pas? Le regard d'Herbert Harrison revient sur son bureau, où se trouvent les 4 objets. C'est vrai. Et le collier en or de la 5e, Judith Bello, comment se fait-il que vous ne l'ayez pas trouvé? Les yeux du notaire se mettent à briller. Il sait parfaitement l'effet que vont produire ces paroles. Je ne pouvais pas, shérif. Ce n'était pas possible. Comment cela pas possible? Parce que John Davis n'a pas tué cette femme. Elle a été assassinée le 16 juin. Et il est mort le 13. Tenez, voici son certificat de décès. Le shérif contemple le papier que lui tend Aloysius Wagner. Tout se met à tourner dans son esprit. Judith Bello n'a donc pas été tuée par le tueur de blonde boulotte. Judith Bello
qui avait pourtant si peur de mourir, qui sentait le danger si présent. Pauvre Judith. Et non. Cette terreur n'était pas le fruit d'une sensibilité excessive, mais au contraire une preuve de lucidité. Le danger était bien tout près. Et du coup, la personnalité de ce John Davis ne l'intéresse plus. Déterminer qui était précisément ce jeune homme à la folie meurtrière est secondaire. Ce sera l'objet d'une enquête de routine. C'est l'autre assassin qui l'intéresse désormais, et lui seul. 1 heure plus tard, il est chez Horace Bellow avec un mandat d'arrêt. Le mari de Judith tente de le prendre de haut. « Mais de quel droit osez-vous? Je vous interdis !» Mais il y renonce bien vite. La date du 13 juin qui figure sur l'acte de décès rend tout échappatoire impossible. Il baisse la tête. « C'est quoi le mobile, monsieur Bellow? L'héritage? Une maîtresse? Une maîtresse. Judith refusait le divorce. » Le shérif Harrison parle d'une voix froide. Et le tueur de blondes boulottes s'est mis à frapper. Des blondes boulottes exactement comme Judith. Vous êtes pris à espérer que ce serait elle la prochaine victime. Seulement le hasard en a décidé autrement. Et Judith, au contraire, voulait à toute force quitter la ville et se réfugier chez ses parents. Horace Bellow baisse encore un peu plus la tête. C'est vrai. J'aurais dû réfléchir davantage sur ce que m'a dit sa voisine. Judith éprouvait une peur étrange, comme si c'était elle seule qui devait mourir. Et c'est de vous qu'elle avait peur, monsieur Bellow. Même si elle n'en avait pas clairement conscience. Elle savait seulement qu'elle devait fuir. C'était le 16 juin. Si vous la laissiez se mettre à l'abri, tout espoir était perdu. Vous avez attendu votre femme dans le parking et vous l'avez étranglée. Ensuite, vous lui avez pris son collier, comme le faisait le tueur. Seulement, il était déjà mort. C'est un bien vilain tour qu'il vous a joué. Le shérif passe les menottes à Horace Bellow, qui garde un silence accablé, et il lui lance tout en l'emmenant. « Malgré les apparences, vous n'aviez rien de commun avec le tueur de blonde boulotte, monsieur Bellow. Lui, ce n'était qu'un pauvre fou. Vous êtes un assassin, tout simplement. » Philip Timfield a enfin trouvé du travail. Depuis des mois, il dévorait les petites annonces à la recherche de son premier emploi. Sa patience a été récompensée. Du moins, c'est ce que tout le monde croit. Le 23 janvier 1958, Philip Timfield, un jeune Américain de Seattle, embrasse sa mère avec émotion. Elle aussi est tout émue de le voir partir pour la première fois de sa vie pour son premier emploi. Il quitte la maison maternelle et s'apprête à rejoindre le Canada de l'autre côté de la frontière. Il part au volant de sa propre voiture, une Chevrolet vert amande, et doit simplement suivre la voiture de son tout nouvel employeur, un certain monsieur Keever. Destination, le bâtiment qui abrite les services gouvernementaux de Vancouver. Philippe, un garçon de 21 ans, est un petit brun, la moustache naissante, très sérieux, et c'est d'ailleurs depuis le décès de son père et surtout depuis le mariage de son frère aîné, le seul soutien de famille de sa maman, Joséphine Timfield. À côté d'elle, Anne Lemon, une jeune fille sérieuse qui se considère comme la fiancée de Philippe. « Téléphone-moi dès que tu seras arrivé », recommande Joséphine. « Et surtout, sois prudent. Ne t'inquiète donc pas, je suis plus un petit garçon. Je saurai me débrouiller », répond le fils. Pour ces adieux émouvants, toute la famille a trouvé un petit moment de liberté et tous lui souhaitent bonne chance pour ce travail aussi inespéré que mystérieux. Car c'est en effet par une petite annonce publiée dans le Seattle News, le quotidien de l'État de Washington, que Philippe, au milieu de nombreux postulants, a été sélectionné pour une mission importante qui touche aux affaires de l'État. Il s'agit tout simplement pour lui de se charger du transport entre les États-Unis et le Canada des papiers secrets concernant les compagnies de raffinerie de pétrole et les sociétés s'occupant de mines d'uranium. Philippe promet « Je te téléphone dès mon arrivée et je t'appellerai tous les soirs de la première semaine. Ensuite, je t'écrirai au moins une fois par semaine, c'est juré. » Normalement, le soir même, le téléphone aurait dû sonner chez Joséphine. Mais elle eut beau attendre jusqu'à une heure avancée de la nuit, aucun appel ne vint du Canada. Cette nuit-là, Madame Timfield ne peut fermer l'œil.
Elle envisage toutes les hypothèses, mais ce sont bien évidemment les plus monstrueuses qui dansent la sarabande dans sa tête. Accident, crime. Cela ne ressemble vraiment pas à Philippe de ne pas donner de ses nouvelles malgré sa promesse formelle. Rien non plus les jours suivants. Les autres membres de la famille, prévenus, confirment qu'eux non plus n'ont eu aucun signe de vie de Philippe, ni appel téléphonique, ni courrier. Cela devient inquiétant. Joséphine Timfield, au bout de 2 semaines, n'y tient plus et persuadée qu'un malheur est arrivé, se rend à la police de Seattle, où après 3 heures d'attente, elle parvient enfin à se faire recevoir par un lieutenant, le lieutenant Lionel D. Smith, à qui elle expose sa certitude, car à présent, elle en est certaine. « Mon fils a été assassiné. Il faut que vous retrouviez celui qui a fait cela. » Dès que le lieutenant de Smith apprend de la bouche de Joséphine que son fils Philippe est âgé de 21 ans, il lui avoue l'impuissance des services publics à rechercher une personne majeure pourvue d'une bonne situation. Pour la police, il s'agit simplement d'un jeune homme négligent qui ne donne pas de ses nouvelles, rien de plus. « Au revoir, madame, je ne peux rien faire. Si vous apprenez du nouveau, faites-le moi savoir, et nous réexaminerons votre affaire, qui pour l'instant, j'ai le regret de vous le dire, n'en est pas une. » Et il raccompagne aimablement madame Timfield jusqu'à la porte de son bureau. Quelques jours plus tard, le visage ravagé par l'inquiétude, Joséphine Timfield, qui semble avoir vieilli 10 ans, accompagnée par Anne Luman, la jeune fille qui se considérait comme la fiancée de Philippe, revient au service de police. Cette fois, elles apportent avec elles la coupure du Seattle News qui a valu à Philippe d'être engagé par le mystérieux M. Keever. Offre situation d'avenir à célibataire possédant voiture, libre de voyager, $600 par mois plus prime intéressante. Hélas, une fois de plus, le lieutenant de Smith ne peut rien faire. Pourquoi ces dames ne s'adressent-elles pas directement au Seattle News? Épuisées d'inquiétude, c'est ce qu'elles font. Mais au journal, autre déconvenu, le rédacteur en chef leur confirme qu'il ne peut absolument rien faire pour résoudre l'énigme qui les intéresse. Nous ne pouvons déclencher aucune recherche, sauf si la police ouvre elle-même un dossier. Elles en pleurent de rage et de déception. 1 semaine passe encore, et soudain, inespéré et redouté tout à la fois, un élément nouveau. Le téléphone sonne chez Joséphine Timfield. Au bout du fil, c'est Anne Luman qui est en proie à la plus grande agitation. « Maman, dit-elle, car depuis longtemps, elle nomme ainsi Joséphine. « Maman, j'étais en taxi tout à l'heure, et j'ai vu la Chevrolet de Philippe. Je suis certaine que c'est elle. Il y avait cette petite trace, vous savez, cette trace de choc sur l'aile arrière, qui date de notre pique-nique au bord du lac il y a 1 mois. Mais ce n'est pas tout. » Anne, le souffle court, continue. « En voyant le véhicule de Philippe conduit par un inconnu, je l'ai suivi dans mon taxi. Quand l'inconnu s'est arrêté pour entrer dans un magasin, j'ai appelé un agent de la police à la rescousse. Je lui ai expliqué toute l'affaire. Et le policier a interpellé l'homme qui conduit la Chevrolet. Mais celui-ci, bousculant tout le monde, a tenté de prendre la fuite. Pour l'instant, il est au poste de police avec les menottes au poing. Il attend d'être interrogé par les inspecteurs. Je vous tiens au courant. » Et elle raccroche. Quelques minutes plus tard, Anne se présente au domicile de Joséphine, accompagnée de 2 policiers. L'interrogatoire de l'inconnu a été plus que décevant. Et oui, il conduit la voiture de Philippe car celui-ci lui a vendu. Et il a d'ailleurs sur lui les papiers qui prouvent la légitimité de la vente effectuée au prix de $2000. Anne précise que d'après cet homme, M. Keever, le nouveau patron de Philippe, a demandé à celui-ci de vendre sa Chevrolet car selon lui, elle n'était pas assez puissante pour le travail qu'il aurait à effectuer. L'homme précise que Keever et Philippe ont pris la route pour un lieu nommé Black Mountain. Il décrit Keever comme un homme très grand, corpulent, de type levantin, un colosse aux cheveux très noirs. « Mais comment se nomme cet homme qui conduit la voiture de mon fils ?» hurle Joséphine Timfield. Avec réticence, les 2 policiers, devant l'état de nerfs de Joséphine, lui donnent la réponse « Ludwig Valier » et ils lui fournissent même l'adresse de ce dernier. Joséphine remarque que cette adresse se trouve dans la périphérie de Seattle, à Hornet Bay, et elle se souvient que c'est justement dans cette partie de la ville que Philippe avait rendez-vous avec son patron, M. Keever, avant son départ pour Vancouver. Toute la famille Timfield s'entasse dans la grande limousine du gendre et les voilà partis pour l'adresse donnée par la police. Sur place, tout le monde surveille la maison indiquée, tandis que Joséphine, refoulant à grand-peine son émotion, sonne à la porte du dénommé Valier. Malgré qu'elle ne mesure qu'1,50 m, Joséphine Timfield est prête à tout pour retrouver Philippe. Mais à l'intérieur de la maison, ce sont 2 fillettes qui ouvrent à la visiteuse. Avant que Joséphine ait pu dire un seul mot, les 2 gamines s'écrient « Si vous venez pour louer l'appartement,
vous ne pouvez pas visiter, papa n'est pas là. » Et elles font mine de refermer la porte. Mais Joséphine ne veut pas en rester là. Elle discute, et comme on lui demande son nom, elle lance le premier qui lui passe par la tête. « Je suis Madame Kramer. » Puis elle rejoint la voiture, où ils les attendent, entassés à l'intérieur. Soudain, un couple arrive en voiture, et chargé de valises, se dirige vers la maison voisine. Joséphine Timfield bondit en dehors de la voiture de son gendre et les aborde. « Excusez-moi de vous déranger, dit-elle, mais j'ai un problème avec votre voisin, Monsieur Vallier. Je lui ai vendu une voiture et il n'a pas terminé de me payer. Seriez-vous assez aimable pour me prévenir si jamais vous le voyez sur le point de déménager ?» Le couple accepte sans méfiance et confie même son numéro de téléphone à Joséphine. Les Timfield, un peu rassurés, rentrent enfin chez eux. Le lendemain matin, les voisins de Vallier appellent Joséphine. Nous avons bien l'impression que Vallier et sa famille vont partir. Joséphine, prenant à peine le temps de les remercier, appelle la police. « Mais chère madame, que voulez-vous que nous fassions? On ne peut pas arrêter quelqu'un qui déménage. » Joséphine, au bord des larmes, une fois de plus, cherche désespérément de l'aide. La famille est au travail, elle se rabat sur Chris, un de ses neveux. Il arrive en voiture et tous deux se précipitent chez les Vallier. De loin, il voit celui-ci accompagné d'une femme. Ils sont en train de charger les bagages dans la Chevrolet de Philippe. Puis, accompagné d'un garçon d'environ 13 ans, il démarre. Pas de traces des fillettes. Chris et Madame Timfield les suivent. Mais Vallier, se rendant compte qu'il est suivi, appuie sur l'accélérateur et fait tout pour les semer. Pendant 3 heures, malgré l'intense circulation du samedi, une sorte de rodéo a lieu dans les rues de Seattle. Joséphine et Chris finissent par perdre la trace de la Chevrolet. Et puis soudain, c'est le miracle. À un croisement, ils retrouvent la voiture de Vallier. Celui-ci, excédé, décide de s'arrêter et sort de la Chevrolet. C'est un homme maigre, aux tempes grises, aux gestes nerveux. Il vient apostropher Joséphine. « Mais que me voulez-vous? Qui êtes-vous »« Je suis Madame Kramer, » répond Joséphine, sans perdre son sang-froid. « Ah, c'est vous qui êtes venu pour visiter l'appartement? Mais ce n'est pas une raison pour me suivre partout comme vous le faites. Enfin, que se passe-t-il » ? « Montez à l'arrière avec moi, dit Joséphine. Vallier obtempère, l'air inquiet. Une fois qu'il est assis, Joséphine annonce. « Je suis la mère de Philippe Timfield. » Vallier raconte alors qu'il a lui aussi répondu à l'annonce du Seattle News, mais que n'ayant pas de voiture, il avait vu sa candidature refusée. Et puis, ajoute-t-il, quelques jours plus tard, j'ai reçu un coup de téléphone de Kiver, qui m'annonçait que la voiture de votre fils était à vendre, car celui-ci devait en acheter une plus puissante. Et c'est ainsi que j'ai acheté sa Chevrolet. « Mais pourquoi déménagez-vous » demande Joséphine après le pourpoint. « Ah, vous allez trop loin, madame. Je fais ce que je veux. D'ailleurs, tenez, voici le nouveau bail de ma nouvelle adresse. » Et Vallier montre à Joséphine, décontenancée, un bail en bonne et due forme. Et mentalement, elle note l'adresse qui y figure. 377 Little Daisy Garden. Puis, Vallier sort de la voiture, reprend le volant de la Chevrolet et s'éloigne. À partir de ce jour-là, avec un acharnement instinctif, Joséphine Timfield, aidée de toute sa famille, monte une garde vigilante et incessante autour de Vallier et de sa famille, le harcelant de visites impromptues. Elle obtient même son numéro de téléphone, mais rien ne se passe. Vallier, à chaque rencontre, la renvoie sans ménagement. Jusqu'au jour où Craig, le frère aîné de Philippe, a l'idée géniale d'aller raconter toute l'affaire à Fait divers, une feuille de chou locale dont le titre donne à lui seul le style. La rédaction s'empare de cette histoire insolite. Vallier, 2 jours après la parution, téléphone à Joséphine pour lui fixer un rendez-vous. Le lieu étant peu engageant, Craig s'y rend avec 3 de ses ouvriers les plus solides. Pas de Vallier. Les 4 hommes poussent alors jusqu'à son domicile. Vallier, qu'il trouve chez lui, annonce qu'il mène lui aussi sa propre enquête et que Joséphine aura enfin sous peu des nouvelles de Philippe. Les nouvelles arrivent en effet sous la forme d'une lettre signée « Les hommes du quartier ». Postée à Toronto, au Canada, elle arrive à Fait divers, le journal. Les hommes du quartier annoncent que Philippe se porte bien et que moins on se mêlera de ses affaires, mieux cela vaudra pour tout le monde. Vallier, interrogé, se dit très inquiet. Verra-t-on la fin du mystère ? Eh ben oui, par le plus grand des hasards. Un jour, en faisant laver sa voiture, Craig, le frère aîné, lit conversation avec un inconnu à qui il raconte toute l'histoire. Et celui-ci sursaute. C'est un nommé William Purdom. Et lui aussi, en son temps, a répondu à l'annonce du Seattle News. Lui aussi a rencontré le mystérieux M. Kiver. Mais comment était-il ? Demande Craig. Et Purdom décrit Kiver. C'est un petit homme maigre, aux cheveux gris, aux gestes nerveux. Il n'a pas l'air franc du collier. Pas de doute. Vallier et Kiver ne font qu'un.
Purdom l'identifie même sur le fichier de la police. Sur ces entrefaites, la radio annonce qu'on vient de découvrir abandonné dans un fossé un cadavre mutilé. Vallier a été à bout de tout. Il voulait simplement se procurer une voiture. Le malheureux Philippe, en signant le contrat de travail fictif qu'il lui présentait, lui avait donné un échantillon de sa signature. C'est celle-ci qui lui avait permis de maquiller les papiers justifiant la vente de la Chevrolet. Après quoi, Vallier avait tiré une balle de revolver dans la tête du pauvre Philippe. L'arme est toujours dans la Chevrolet. Joséphine Timfield n'a plus qu'à identifier le corps de son fils. Aucune mère ne pourrait se tromper, même si, comme ce fut le cas, le cadavre n'avait plus ni tête, ni main. 1 an après son crime, Vallier fut pendu. La première chose que fait Pamela Smith, femme de ménage de son état, lorsqu'elle entre dans le studio 34 de la résidence Bel Air à Los Angeles, est d'appuyer sur un bouton. Il est situé dans un des murs et commande l'ouverture du lit escamotable qui s'encastre verticalement dans la paroi. Il y a des boutons sur lesquels il vaudrait bien mieux ne jamais appuyer. Le studio 34 est de loin le plus luxueux de l'immeuble. Des meubles de style, des tapis d'Orient, des tableaux de maître. Mais cette richesse n'est pas sa particularité la plus étonnante. La résidence Bel Air, dont il fait partie, abrite beaucoup de garçonnières que des messieurs aisés achètent pour y séjourner quelques heures ou quelques jours. Or, l'extraordinaire est que le propriétaire du studio 34 est une propriétaire. Pamela Smith l'a croisée quelquefois, une brune de 30 ans, d'une beauté à couper le souffle. Et il n'y a aucun doute sur l'usage qu'elle fait de son studio. Pourquoi les gérants de la résidence tolèrent-ils cette industrie? La réponse est dans l'opulence du décor. Il est 10 heures du matin, ce 3 septembre 1988, et Pamela Smith, femme de ménage, appuie donc sur le bouton. La première chose qu'elle se dit est que le lit descend trop vite. Ensuite, elle comprend que cela n'a rien d'étonnant puisque son occupante est dessus. La superbe brune de 30 ans est là, devant elle, nue. Mais elle ne coupera plus le souffle à personne. C'est le sien qui est coupé, et pour toujours. Elle a un de ses bas autour du cou. La victime ne sortait pas seulement de l'ordinaire par son physique, mais par sa personnalité. C'était une milliardaire, ou plus exactement, la femme d'un milliardaire. Kate Graham était depuis 5 ans l'épouse de l'armateur Mike Graham, bien connu sur toute la côte ouest. Il va sans dire que lorsque le lieutenant Miller, chargé de l'enquête, apprend ces informations, il fait la grimace. Ce genre d'affaire peut ruiner la carrière d'un policier au moindre faux pas. Mike Graham le reçoit peu après dans son bureau. C'est le type même du businessman, avec quelque chose de dur et de froid. Il est déjà au courant du meurtre, mais il est impossible de savoir ce qu'il ressent. Il se maîtrise parfaitement. La première question que le lieutenant Miller doit lui poser est la plus délicate de toutes, bien sûr. Ce studio, vous en connaissiez l'existence? Bien sûr. C'est moi qui le lui avais acheté pour qu'elle y reçoive ses amants. Elle en avait beaucoup. Le lieutenant est aussi abasourdi de cette réponse, prononcée d'un ton calme que soulagé. Au moins, il n'aura pas appris son infortune conjugale à l'armateur. Mais quand même, quel couple étrange. Et cet achat remonte à longtemps? 2 ans. Que voulez-vous, j'ai 60 ans, Kate en avait 30, j'avais décidé de fermer les yeux. Je vois. Soupçonnez-vous quelqu'un de particulier? J'ai un détective à mon service, Nick Ramsey. Il m'a fait il y a 3 mois un rapport complet. Demandez-le lui, vous aurez le nom de tous ses amants. Enfin, s'ils n'ont pas changé. Moi, je ne veux plus entendre parler de ça. Avec Nick Ramsey, c'est un changement d'ambiance total. Le détective est un homme jovial avec un début de brioche. Il n'a pas l'air du tout affecté par le tragique de la situation. Ah, ça, une sacrée fille, je peux vous le dire. Si elle m'avait proposé, j'aurais pas dit non. Mais c'est pas à moi qu'une chose pareille arriverait.
Le lieutenant Miller arrêta ses considérations personnelles. « Vous avez dressé une liste de ces amants, paraît-il. Tenez. Vous verrez, elle ramassait à peu près n'importe qui. Les derniers en date étaient, vous voyez, un marin, un étudiant, un avocat, père de famille. Tous trois allaient régulièrement à la résidence Bel Air. C'est peut-être parmi eux que vous trouverez votre homme. » Avant de les interroger, le lieutenant Miller tient à connaître avec exactitude l'heure du décès. Le rapport du médecin légiste le renseigne sur ce point dès le lendemain. Kate Graham a été tué dans la nuit du 3 septembre aux environs de 2 heures du matin. Le scénario est très facile à reconstituer. Son compagnon de cette nuit-là l'a étranglé pendant son sommeil et a laissé son corps sur le lit escamotable, puis a refermé celui-là. Peter Price, étudiant en physique à l'université de Los Angeles, est encore un gamin. Il est tout tremblant sur sa chaise devant le bureau du lieutenant Miller. Le lieutenant Miller regarde ce visage rempli de taches de rousseur. Peter Price a 21 ans, mais il en paraît 18. Il n'a vraiment pas l'allure d'un assassin, mais sait-on jamais. Depuis combien de temps connaissiez-vous les victimes? Le jeune étudiant avale sa salive. 6 mois, Comment l'avez-vous connu? Au théâtre, on était à côté. Et hier, à 2 heures du matin, vous étiez à ses côtés? Peter Price se lève en tremblant. Mais ce n'est pas moi, je vous le jure. Mais j'aurais jamais fait une chose pareille. Kate était merveilleuse. Non, j'étais chez mes parents hier. Le lieutenant Miller continue l'interrogatoire, mais il ne voit vraiment pas Peter Price en assassin. Au bout d'un quart d'heure, il met fin à l'entretien. Le témoin suivant, c'est-à-dire l'amant suivant, maître Joshua Clark, fait pour le moins contraste avec l'étudiant. Kate Graham aimait la diversité. Maître Joshua Clark, à la cinquantaine, les tempes grisonnantes, l'allure distinguée. Comprenez-moi, lieutenant. J'aimerais obtenir de vous la plus grande discrétion. J'ai une femme et des enfants. Et dans ma profession, ce genre de situation, il ne s'agit pas d'être discret, maître, mais de dire la vérité. La vérité, c'est que je n'étais pas chez Madame Graham hier soir. Vous avez une preuve? Au sens juridique du terme, non. Enfin, vous ne pensez quand même pas qu'un homme dans ma condition... Je pense tout, de tout le monde, maître Clark. Après le départ de l'avocat, le lieutenant Miller aimerait poser les mêmes questions au 3e homme de la liste, Patrick Higgins, 35 ans. Mais pour l'interroger, il faudra attendre car il a quitté Los Angeles depuis quelques heures. Oh, rien de suspect, rien qui ressemble à une fuite précipitée. Higgins, qui est opérateur radio, a rejoint son poste sur l'amiral Benson, navire faisant le transport des passagers entre Los Angeles et San Francisco. Le mieux est d'aller l'attendre là-bas. Le lendemain, 5 septembre 1988, le lieutenant Miller est donc sur le quai de San Francisco. Dès que la passerelle est lancée, il monte à bord, suivi de quelques hommes. Le capitaine l'accueille sur le pont, l'air surpris. « Qui vous a prévenu ?» C'est au tour de Miller d'être surpris. « Mais prévenu de quoi ?»« Eh bien que nous avons un homme perdu en mer. L'opérateur radio, Patrick Higgins. » Cette fois, le lieutenant Miller a 2 certitudes. Il approche du but, et en même temps, tout se complique terriblement. Comment cela s'est-il passé? Eh bien, c'était la nuit dernière. Il devait prendre son poste à minuit. Après l'avoir attendu un moment, son collègue est venu me prévenir. Alors on a cherché dans tout le bateau, et il était introuvable. Mais quoi, il y a eu du mauvais temps? Il a pu être emporté par une vague? Oh, pas du tout. La mer était parfaitement calme. Aidé par ses collègues de San Francisco, le lieutenant Miller examine l'identité de tous les passagers. Patrick Higgins se serait-il glissé parmi eux pour tenter d'échapper à la police? A priori, il semble que non. Tous les voyageurs sont en règle. Aucun ne répond au signalement du marin disparu. Reste l'équipage. La vérification se passe sans problème. Mais une fois que tout est terminé, l'un des marins vient trouver le lieutenant. « Je suis Tommy Ross, mécanicien. Je crois qu'il faut que je vous dise quelque chose. » Le lieutenant, qui commençait à être envahi par le découragement, reprend espoir. D'un signe de tête, il invite le marin à poursuivre. « Faut vous dire que Patrick Higgins, personne ne l'aime beaucoup. Il a un sale caractère. Alors il y a qu'avec moi qu'il parle. Enfin, bref, hier soir vers 11 heures, on était ensemble dans le carré. Il avait l'air nerveux et même inquiet.
Alors je lui ai dit, t'as des ennuis? Et il m'a répondu, Tommy, j'ai fait une bêtise, et maintenant j'ai peur qu'il m'arrive quelque chose. Est-ce qu'il a précisé quoi? Non. Je lui ai demandé, vous pensez bien? Il m'a répondu, je peux rien dire. À ce moment-là, il est parti, il est allé sur le pont. Moi, j'étais un peu inquiet. J'ai été voir ce qu'il venait. Eh bien, il était en train de discuter avec un type un peu plus loin. Ce type, vous pouvez me le décrire? Non. Non, parce qu'il faisait nuit, et puis il était de dos. Enfin, c'était un marin, un passager. Plutôt un passager. Il avait un par-dessus, un chapeau mou. Alors j'ai pas insisté, je suis rentré. Vous comprenez, c'était les affaires de Patrick, pas les miennes. Alors évidemment, si j'avais su. 2 jours plus tard, dans son bureau de Los Angeles, le lieutenant Brett Miller fait le point. Le cadavre de Patrick Higgins vient d'être retrouvé sur une plage au sud de San Francisco. Il portait une plaie au sommet du crâne. Il avait, de toute évidence, été assommé par le mystérieux inconnu au chapeau mou avant d'être jeté à la mer. Du travail net et sans bavure, du travail de pro. Alors pourquoi a-t-on engagé un tueur pour se débarrasser de Patrick Higgins? Et qui? À force de réfléchir, le lieutenant Miller est certain d'avoir trouvé la vérité. D'abord, c'est bien Patrick Higgins qui a tué Kate Graham. C'est la seule explication à la phrase qu'il a dite « J'ai fait une bêtise ». Mais quelqu'un d'autre savait qu'Higgins était le meurtrier et ne voulait pas qu'on le découvre. Quelqu'un qui avait commandité le meurtre à Higgins et qui l'a fait disparaître en engageant un second tueur. Et ce quelqu'un assez riche pour se payer 2 crimes, ce ne peut être que l'armateur, c'est-à-dire Mike Graham. C'est ce qu'explique un peu plus tard le lieutenant Brett Miller au chef de la police de Los Angeles, à qui il a demandé une entrevue pour lui exposer le dossier. Voyez-vous, Mike Graham a réussi une performance presque unique dans les annales criminelles, faire tuer sa femme par son propre amant. Lorsqu'il a connu son infortune, M. Graham n'a pas du tout accepté de fermer les yeux. Bien au contraire, il a été profondément blessé. Il a offert ce studio à sa femme et il a décidé qu'elle y mourrait. Il a été trouvé celui de ses amants qui lui semblait le plus indiqué, et il lui a proposé le marché moyennant une forte somme. Je suppose qu'Higgins devait la toucher sur le bateau. Seulement, Mike Graham ne pouvait prendre un tel risque. Au lieu de la somme promise, c'est un tueur qui l'a engagé. Le chef de la police de Los Angeles approuve de la tête. Je suis entièrement d'accord avec vous, Miller. Seulement tout ce que vous venez de dire restera bien sûr entre nous. Le lieutenant Brett Miller bondit. Vous voulez qu'on laisse tomber? Uniquement parce que c'est un milliardaire? Le chef de la police sourit. Pas parce que c'est un milliardaire, mais parce que vous n'avez pas la moindre preuve et que vous n'en aurez jamais. Écoutez, l'assassin de Madame Graham est mort. Même si nous retrouvons le tueur qui l'a assassiné, cela ne vous apprendra rien. Graham est trop malin pour l'avoir contacté lui-même. Donc vous allez classer le dossier. Quand on est riche, on peut s'acheter un crime. Quand on est très très riche, on peut s'offrir un crime parfait. C'est une question de prix, Miller. Tout bêtement une question de prix. Une touriste rêve que la ville délicieuse où elle séjourne va exploser. Le commandant d'un navire ne peut résister à la peur qui le tenaille. Les serpents déménagent. Darling, je suis morte. J'ai passé une nuit épouvantable. J'ai fait un cauchemar inimaginable. Ah, en effet, mon amour, vous avez l'air décomposé. Qu'avez-vous rêvé de si horrible? Madame Duncan, de New York, éprouve avant de parler le besoin de s'asseoir. Au passage, elle demande à un des garçons qui font le service du navire « Apportez-moi un verre de whisky avec de la glace !»« Du whisky à cette heure-ci ?» s'étonne M. Duncan. « Écoutez, j'en ai besoin. Cette nuit, j'ai rêvé que vous étiez poursuivi par une nuée de feu. Vous couriez sur la plage et les gens de la ville voulaient vous tuer. Franck, tu étais là aussi. »« Moi, dit Franck. » Le frère de Mme Duncan. « Je te remercie. La prochaine fois, essaie de me mettre dans des rêves plus gais. » Ce nuage de feu était juste derrière vous, et il finissait par vous engloutir. Je me suis réveillé en sueur.
« Enfin, ma chérie, fait M. Duncan, d'où sors-tu des cauchemars pareils? C'est le dîner d'hier soir qui sera mal passé. Enfin, regarde ce paysage délicieux. » Et effectivement, au-delà du bastingage, la ville est une vision de rêve. Toutes les couleurs de l'arc-en-ciel en décor, les bâtiments pimpants couverts de tuiles rouges. Elle se déroule tout le long de la plage de sable fin, au bord d'une mer bleue et fraîche. Du bateau au mouillage, dans le port, on entend des fanfares qui résonnent. La ville est en fête. Ce n'est pas une bourgade. Elle possède un lycée, 4 banques, une bibliothèque municipale, une cathédrale, de nombreuses églises, un bon hôtel, des orphelinats, des couvents, un hôpital militaire. Et tant de si jolies filles qui semblent passer leur journée à rire. Écoute ces fanfares, regarde ce soleil, cette végétation, ces jolies filles à la peau dorée. Qu'est-ce qui peut te faire rêver de nuées et de catastrophes apocalyptiques? Je n'en sais rien. En tout cas, mes chéris, si vous voulez me faire plaisir, nous allons quitter immédiatement ce séjour de rêve et retourner à New York. « Oh non, dit Franck, tu me gâches mes vacances. Dans 2 jours, ce sont les élections municipales et toutes les sociétés préparent des fêtes. Je tiens absolument à y assister. Et puis, pour ne rien te cacher, j'ai fait la connaissance de quelques jolies fleurs de l'île qui, je crois bien, feront mon bonheur d'ici peu. Non? Non, non et non, réplique Madame Duncan. Rester ici un jour de plus me rend malade, j'étouffe. Partons par le prochain bateau. Je n'aime pas cet endroit. Mais enfin, cet endroit est délicieux. On s'y amuse tellement. Ce n'est pas pour rien qu'on le surnomme le Paris des îles. Je veux partir par le prochain bateau. Un malheur va arriver. Les 2 hommes et la femme restent silencieux, contemplant le paradis tropical qui s'étale sous leurs yeux, plein de musique, de parfums. En haut de la montagne, un petit nuage jaune sale s'étire. « Au secours! Les serpents! Au secours !» La jeune femme, à la peau café au lait, pousse un cri. Elle vient, pieds nus, de mettre le pied juste à côté d'un petit serpent fer de lance à la piqûre mortelle. En sautant de côté, elle manque marcher sur un autre, sur des dizaines d'autres. Ils ont envahi la plantation de canne à sucre. La jeune fille connaît bien ces serpents, mais d'habitude, ils restent en haut de la montagne, dans les crevasses inaccessibles. Il est rare d'en rencontrer dans les parcelles habitées ou cultivées. « Les serpents! Les serpents! Ils sont descendus de la montagne! Il y en a partout !» La nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Déjà, des malheureux hommes, femmes ou enfants sont parmi les victimes de ce phénomène inexplicable. Ces serpents ont été introduits dans l'île quelques 100 ans auparavant afin de décourager la fuite des esclaves hors des plantations. Eh bien, à présent, ils redescendent, personne ne sait pourquoi, vers la ville. Les paysans, incapables de lutter, abandonnent en masse leurs petites maisons et refluent vers la cité. Cette foule apeurée vient un peu gâcher l'ambiance en ville. Le petit Paris des tropiques ne prête guère attention à cette mauvaise nouvelle. Pour l'instant, on prépare 2 événements importants, la fête de l'Ascension pour le 8 mai et les élections municipales pour le 11. Tous ces paysans qui arrivent avec leurs misérables baluchons sur la tête dérangent les autorités. Ah, quelle nuit! Ça, c'est à l'autre bout du monde, au Transvaal. Sean Kinley, un jeune officier de l'armée anglaise, se réveille avec une impression de terreur. Il vient de faire un cauchemar qu'il s'empresse de raconter à son collègue des Scotchwards. C'est fou, moi qui rêve rarement, figure-toi que je me voyais dans une ville au bord de la mer. C'était sous les tropiques. Il y avait des palmiers, de nombreux navires dans le port. J'entendais une musique étrange, follement gaie, qui donnait envie de danser. Dans les rues, une foule de gens à la peau colorée. Mais il y avait de nombreux blancs aussi. Tout le monde riait, semblait insouciant. Il y avait une montagne. Et soudain, cette montagne explosait. Un énorme nuage de feu se répandait sur la ville. J'étais là et je criais « Tout va sauter !» J'allais dans un bâtiment officiel et je courais de bureau en bureau pour demander qu'on prenne des mesures. Mais personne ne voulait m'écouter. Je voyais un magistrat qui passait dans un fiacre. J'attrapais la bride du cheval. Je lui criais en français « Vous avez le devoir de rassembler tous les navires pour évacuer la population. Sinon, vous allez avoir 3000 morts sur les bras. » Mais il me repoussait brutalement. Et puis je me suis réveillé. Tu lui parlais en français? Oui. Et je me souviens du chiffre. 3000 morts. On dirait un rêve prémonitoire. Et alors, qu'est-ce que tu comptes faire? Écrire au gouvernement français pour qu'il vérifie l'état de tous les ports de 3000 habitants? Non. Non, mais ce rêve impressionne. Et Sean s'efforce dorénavant de penser à autre chose. Pendant ce temps-là, dans la ville, on continue à organiser la fête et les élections. Mais cette arrivée massive de paysans terrifiés commence à inquiéter les autorités. D'autant plus que d'autres bruits tout aussi inquiétants se répandent. Les oiseaux ne chantent plus sur la montagne. Ils ont disparu, disent les touristes, qui sont allés pour y pique-niquer.
Le malheur va arriver, prédisent les sorciers qui pratiquent les anciens cultes africains. Alors les habitants de la ville quittent le Paris des tropiques. Mais les autorités ne sont pas d'accord. Enfin, que faire si à la veille des élections, les classes laborieuses désertent les maisons jaunes et roses? Il risque de n'y avoir plus personne dans les isoloirs pour le 11 mai. Un cordon militaire est organisé autour de la ville et tous ceux qui veulent fuir sont obligés de rentrer en ville. Ils campent là où ils peuvent, sur les parvis des églises que l'on décore de fleurs multicolores, sur les places brûlées de soleil. Ils attendent, la peur au ventre. « Messieurs, je quitte le port, je rentre en Europe. » C'est le commandant du navire Orsolina, le commandant Mario Le Beauf, qui tient ces propos. Les autorités du port sont étonnées et puis choquées. « Enfin, commandant, vous ne pouvez pas quitter le port. Votre chargement est à peine entamé. Les armateurs ne sont pas contents. Enfin, qu'est-ce que c'est que ce rigolo? Mais vous ne partirez pas. Nous saurons bien vous en empêcher. Et comment, je vous prie? Vous comptez me couler? Nous vous refusons votre lettre de mer. Et si vous partez quand même, nous donnerons des instructions pour faire procéder à votre arrestation en arrivant au Havre. Votre carrière s'arrêtera là. » Écoutez, je vais être clair. J'ai une impression de malheur depuis plusieurs jours. Quelque chose va arriver ici. Je pars. Ceux qui veulent me suivre restent à bord et je les emmène en France. Les autres n'ont plus qu'à descendre, car je pars dans 1 heure. Et c'est ce qu'il fait. En ville, les sociétés philharmoniques, les intrépides et les sans-soucis répètent les derniers airs en vogue. Toute la ville se prépare à la fête. Enfin, tous ceux qui possèdent un toit et que le cordon de troupes n'oblige pas à camper n'importe où. Au large, des navires s'affairent, car bizarrement, le câble transatlantique qui relie la ville à la mer patrie vient de se rompre. Pourtant, c'est du matériel solide. Les spécialistes constatent à leur grand étonnement que cette rupture est due à un effondrement du fond sous-marin qui, semble-t-il, n'avait pas bougé depuis des millénaires. Les marins qui discutent dans les tavernes du port en ont bien d'autres à raconter. Il y a au large des lames de fond dont la présence est inexplicable, et les trombes d'eau, phénomène relativement rare, se multiplient. Personne ne trouve d'explication. Certains ont même remarqué que la température de l'eau de mer est inhabituellement élevée. Monsieur le préfet, cependant, est agacé quand il apprend que la population se rassemble en ville et déserte les flancs de la montagne. Enfin, qu'est-ce qui m'a fichu une bande d'imbéciles pareils? Mais enfin, qu'est-ce qu'ils ont, bon Dieu? Ils voudraient me flanquer la panique en ville, ils s'y prendraient pas mieux. Ce sont les sorciers qui n'arrêtent pas de répandre des rumeurs sinistres. Ils annoncent que le malheur est sur la montagne, que le malheur est sur la ville. Eh bien, je vais leur faire voir un peu. D'ailleurs, rien ne vaut l'exemple. Qu'on prépare mes malles. Je vais partir m'installer là-bas. Quand ils vont me voir arriver, j'espère que cela va les rassurer et les pousser à repartir dans les plantations pour y reprendre le travail. Ce ne sont pas quelques petits serpents qui vont me dicter la meilleure manière de gouverner cette île. Et c'est ainsi que le gouverneur général Moutet s'en vient s'installer ostensiblement à l'hôtel sur le front de mer. Puis, il envoie une expédition scientifique pour vérifier la montagne et savoir ce que signifient toutes ces rumeurs. Pas de problème, disent les scientifiques au retour de leur expédition sous le soleil. Pratiquement rien n'a bougé. De toute manière, étant donné l'orientation des vallées, il n'y a rien à craindre. Même en cas d'éruption, la lave serait automatiquement dirigée loin de la ville par le sens des vallées naturelles. Eh bien voilà une bonne nouvelle. Occupons-nous de l'organisation du vote, c'est beaucoup plus important. Comme pour apporter un démenti aux scientifiques, la pluie se met à tomber comme elle sait le faire sous les tropiques. Un lac se remplit inconsidérément et une des berges sous le poids anormal des eaux cède. Une énorme coulée de boue se met à déferler vers la campagne. Au-dessus de la ville, l'énorme statue de la Vierge Marie veille. Sur cette ville libre, cette ville de plaisir, cette ville de rêve, au bord du sable blanc et chaud. Dans le port, des centaines de navires à voile font un délicieux spectacle tout à fait digne d'un peintre impressionniste. Couleurs, parfums, musique, joie de vivre, danse, soleil perpétuel. À 7h50, la montagne explose. À la suite des bouleversements du fond sous-marin, des millions de litres d'eau de mer s'engouffrent sous la montagne et s'y mélangent à la lave incandescente qui bouillonne depuis des millénaires sous les pieds des joyeux habitants de la ville. Cette gigantesque marmite du diable cherche une issue. La pression est telle qu'un nuage de feu, l'équivalent de plusieurs bombes atomiques, dévale la montagne et se répand à la vitesse de l'éclair sur la ville, dont le nom restera désormais tristement célèbre. Saint-Pierre de la Martinique est rayé de la carte en cette triste matinée du 8 mai 1902. Avant même qu'ils aient eu le temps de réaliser ce qui leur arrive, tous les habitants,
à l'exception de 2, sont rayés du monde des vivants, réduits en cendres, comme dans une gigantesque incinération collective. Ainsi disparaissent en un éclair les jolies filles créoles sérieuses, les militaires et les paysans qu'ils obligeaient à rester entre les murs, les armateurs têtus, les scientifiques optimistes. Avec eux disparaissent aussi les jolies danseuses du théâtre, les clients et le personnel de l'hôtel, les joyeux sociétaires du club des intrépides et ceux des sans-soucis, les bonnes sœurs qui décoraient les hôtels dans les églises, les prêtres qui confessaient à tour de bras, et les orphelins dans les établissements scolaires. Avec eux disparaissent les sorciers qui prédisaient le malheur à venir, les nounous et les nouveau-nés, les marchands qui proposaient des fruits délicieux, les oiseaux dans les cages, les chevaux, les chiens, les chats, les rats, les souris, les insectes, jusqu'aux derniers, même les marins dans le port, à part quelques-uns que l'on repêche brûlés par la mer bouillante. Tout le monde, les poumons et les yeux brûlés, sans avoir eu le temps de pousser un cri d'horreur, disparaît de la surface du monde. À l'autre bout de la planète, quand, par les journaux, Madame Duncan, à New York, comprend le sens de son rêve, son époux et son frère, étonnés du miracle qui les a sauvés, la serrent avec tendresse entre leurs bras. Sean, le Scotswald, en lisant les journaux, comprend aussi où son cauchemar l'a conduit et découvre, dans les titres, le nom de la ville maudite qu'il a visitée. Mais pourquoi a-t-il fait ce rêve? Le mystère reste entier. Pourtant, un détail l'étonne. Il a rêvé que la catastrophe faisait 3000 morts. Or, les gros titres de la presse, dans une première approximation, annoncent 30 000 victimes. Même son cauchemar n'était pas à la mesure de la vérité. « 27 février 1988, c'est un samedi. Il est 11 heures du matin. Pierre de Chaux est en train de faire son ménage lorsqu'on frappe à sa porte. C'est Raymond Magnier, son voisin du dessous. Pierre de Chaux a un mouvement de recul, pourtant son visiteur est tout sourire. Même son œil unique semble souriant. « Vous voulez bien descendre un moment avec moi ?»« Descendre, mais pourquoi ? Je vous offre un verre. Florence est allée faire ses courses. Comme ça, on va pouvoir discuter. » Après un moment d'hésitation, Pierre de Chaux accepte de suivre son voisin du dessous. Ah, il ne fallait pas. Bien sûr que non. Il ne fallait pas. Cela fait des années que Raymond et Florence Magnier habitent dans ce F3 d'un grand ensemble de la banlieue parisienne. Au début, il n'y avait rien de spécial à dire sur eux. Elle était caissière dans un supermarché, il était employé municipal. Et puis, tout a basculé avec l'accident de Raymond. Il rentrait à vélomoteur du bistrot, il était saoul, une voiture l'a fauché. Il n'a été blessé qu'à la face, mais de quelle manière? Une joue emportée, une oreille arrachée et un œil en moins. Malgré les progrès de la chirurgie esthétique, il en est resté marqué à vie. On a pu recoller son oreille, mais sa peau n'avait plus le même aspect, avec en plus de vilaines cicatrices. Et de manière inexplicable, il a refusé de se faire mettre un œil de verre. Il a préféré porter un bandeau noir, ce qu'il a fait surnommer rapidement dans le quartier le pirate. Pourtant, c'est intérieurement que Raymond Magnier, le pirate, a été le plus transformé. À la suite de son accident, il est devenu mauvais. Pas seulement brutal et emporté, pire que cela, malfaisant, dissimulé, calculateur, avide de faire le plus de mal possible aux autres, aussi bien qu'à lui-même. Son mauvais caractère a fini par le faire renvoyer de son travail. Et une fois au chômage, il est peut-être devenu plus méchant encore. Il passait des heures dans la glace, à regarder sa face de cauchemar et à ricaner de manière sinistre. Il allait tous les jours, ou presque, se faire des photos au photomaton, et il les laissait traîner partout dans l'appartement. Et surtout, il s'est mis à boire et à boire encore. Il est devenu violent. Une nuit, il y a eu des coups. La police est venue. Enfin, pourquoi Florence, sa femme, ne l'a-t-elle pas quitté? C'est la question que tout le monde se pose dans l'immeuble. Peut-être par pitié, peut-être par sens du devoir, peut-être pour les deux raisons à la fois.
Pierre de Chaux, le voisin du dessus, n'a jamais osé poser la question à Florence. Il est bientôt timide pour cela. Mais toutes les fois qu'il l'a croisée, il lui a adressé des regards compatissants. Employé à la préfecture, célibataire, 35 ans, cheveux blonds, lunettes de myope, Pierre de Chaux n'a rien de commun, c'est le moins qu'on puisse dire, avec Raymond Magnier. Il est discret jusqu'à l'effacement, silencieux. Et puis, il y a une semaine, alors que Raymond était au bistrot, comme d'habitude, eh bien Florence a osé. Sentant qu'il ne ferait jamais le premier pas, elle s'est engouffrée dans l'ascenseur, comme on se jette à l'eau, a appuyé sur le bouton du dessus et a sonné à la porte de ce célibataire si gentil et si poli, qui faisait rêver toutes les femmes mal mariées du grand ensemble. Ignorant sa surprise, son émoi, elle lui a donné la réponse à la question qu'il ne lui avait pas posée. « Je reste avec lui parce que j'ai peur. Si je lui disais que je veux divorcer, je crois qu'il me tuerait. » Mais c'est affreux. Oui, c'est affreux. Cet homme-là, c'est le mal. Alors elle s'est mise à parler. Elle lui a confié ce qu'elle n'avait jamais dit à personne. Lui l'a écouté, lui adressant de temps en temps des mots compréhensifs, affectueux. Mais comment Raymond Magnier a-t-il deviné que sa femme était là? Ils ne l'ont compris ni l'un ni l'autre. Mais au bout d'un moment, on a sonné, et sa voix a retenti sur le palier. « Ouvre, Florence !» Morte de peur, elle est allée ouvrir. « Mais enfin, ce n'est pas ce que tu penses, nous discutons simplement. » Le pirate les a regardés de son œil unique. C'est possible. Mais cela ne change rien. Pierre de Chaux s'est interposé entre Florence et lui. Enfin, laissez-moi vous dire, taisez-vous, j'ai compris, hein. Il y a longtemps que ma femme est amoureuse de vous. Alors je vais divorcer. Florence, tu n'as jamais osé me le demander. Mais tu n'attends que cela. Mais enfin, monsieur Magnier, je vous interdis. Ta. Je connais la vie. Allez. Je vous laisse tous les deux, hein? Moi, je retourne au bistrot. J'entrerai pas avant 11h. Et je m'arrangerai pour faire du bruit dans l'escalier. Et Raymond Magnier a disparu avec un sourire. Florence a eu un frisson des pieds à la tête. J'aurais préféré qu'il se mette en colère. Mais cette froideur, cette douceur, c'est terrifiant. Qu'est-ce que vous croyez qu'il peut faire? Je sais pas. Ce que je sais, c'est qu'il est capable de tout. Bien entendu, la jeune femme n'est pas restée une seconde de plus. Elle est aussitôt redescendue chez elle, et depuis, Pierre de Chaux et elle se sont évités. Et la situation en est là lorsque, ce 27 février 1988, Raymond Magnier, le pirate, vient sonner chez son voisin du dessus. Pas rassuré du tout, ce dernier le suit chez lui, toujours aussi souriant, le regardant avec cordialité de son seul œil. Raymond Magnier l'installe dans un fauteuil de la salle à manger. « Mettez-vous à votre aise. On va discuter tranquillement de toutes nos petites affaires. Mais enfin, quelles affaires? Mon divorce et votre mariage avec Florence. Je vais vous dire ses goûts, ses manies, tout ce qui va vous être utile, quoi. Enfin, monsieur Magnier, bien, d'accord. Vous n'avez aucune intention de ce genre. Mais ça n'empêche pas de discuter, hein? En attendant, vous n'allez pas refuser de prendre un verre. Ce serait me faire un affront. » Effectivement, ce serait un affront, et il vaut mieux éviter cela. Pierre de Chaux acquiesce d'un signe de tête. Le pirate sourit. « Ne bougez pas. Je vais à la cuisine. Je reviens dans un instant. » Pierre de Chaux ne bouge pas. Et il a tort. 1 minute après environ, une détonation épouvantable retentit. Raymond Magnier baigne dans son sang qui s'échappe d'une plaie dans son dos. À ses côtés, un fusil de chasse. Il n'est pas mort, il sourit. Hein? Il sourit tout en se convulsant par terre. Il articule avec peine. « Je t'ai eu, mon salaud. Va expliquer ça aux flics. » Les flics, ils sont là 10 minutes plus tard. L'inspecteur Angéli donne des ordres brefs à 2 agents. Raymond Magnier est mort. Tandis qu'on l'emmène sur une civière, juste avant qu'on ne le recouvre d'un drap, Pierre de Chaux a un dernier regard pour Magnier. Son sourire mauvais ne l'a pas quitté par-delà la mort. Son bandeau noir, légèrement déplacé,
laisse voir une partie de son orbite creuse. Pierre de Chaux tourne la tête. Florence est là. Elle ne dit rien, mais ses yeux parlent pour elle. Ils expriment l'incrédulité, mais il n'y a pas de doute, ils expriment également la reconnaissance. Oui, Florence, elle aussi, est persuadée qu'il a tué son mari, et elle lui dit merci de l'avoir fait. L'inspecteur Angéli s'approche de lui. « Il va falloir me suivre, monsieur de Chaux. Écoutez, je peux tout expliquer, il s'est suicidé. Je ne doute pas que vous puissiez tout expliquer, mais vous allez le faire dans mon bureau. » Pierre de Chaux baisse les épaules et suit l'inspecteur Angéli. Florence lui lance un regard d'encouragement. Il entend de nouveau les derniers mots du mort et revoit son sourire grimaçant. Ah, c'est vrai qu'il l'a eu et bien eu. Il est perdu. 20 février 1988, cela fait 2 jours que Pierre de Chaux a été arrêté pour le meurtre de Raymond Magnier. L'inspecteur Angéli lui répète encore une fois sa question. « Monsieur de Chaux, voulez-vous me dire la vérité ?»« Mais je vous l'ai dit, Magnier s'est suicidé !»« Écoutez, je vais vous lire le rapport d'autopsie. La balle est entrée dans le dos à la jointure du bras et de l'épaule gauche sous l'omoplate. Elle s'est logée dans le poumon gauche, provoquant la mort par hémorragie. Il n'est déjà pas facile de se tuer avec un fusil de chasse, mais en se tirant dans le dos. Alors, vous maintenez que c'est un suicide ? Oui. Je n'y comprends rien, mais c'est la vérité. Enfin, il n'y avait pas mes empreintes sur les gâchettes. Ah, c'est exact. Ni les vôtres, ni les siennes. Eh bien alors ? Alors vous avez très bien pu les effacer, monsieur de Chaux. Il y a un silence. L'inspecteur Angéli soupire. Allons, vous avez tout intérêt à dire la vérité. Magnier était une brute, un monstre, il martyrisait sa femme. De votre côté, vous avez un passé irréprochable. Votre geste peut même apparaître comme chevaleresque. Avec un bon avocat, c'est l'acquittement certain. Mais je ne l'ai pas tué. Il vous attire chez lui, sans doute avec de mauvaises intentions. Une dispute éclate dans la cuisine. Vous vous emparez de son fusil de chasse pour vous défendre. Et puis le coup part tout seul, tandis qu'il a le dos tourné. Ensuite, sous l'effet de l'affolement, vous effacez vos empreintes et vous parlez de suicide. Enfin, vous voyez comme c'est simple. Je vous supplie de me croire, je ne l'ai pas tué. C'est à ce moment que le planton apparaît dans l'entrebâillement et fait un signe à l'inspecteur. Celui-ci se lève, écoute ce que le policier lui dit à voix basse et regarde Pierre de Chaux avec étonnement. Aussi invraisemblable que cela paraisse, vous dites peut-être la vérité, monsieur de Chaux. L'inspecteur Angéli se rend dans le bureau d'à côté. Un gamin de 7 ans environ l'attend, accompagné de sa maman. C'est cette dernière qui prend la parole. « Je suis madame Lavergne, la voisine de palier des Magnier. Mon fils a un témoignage important à vous faire. » « Et pourquoi seulement maintenant ? » « Ben, parce qu'il avait peur. »« Bien, je t'écoute, mon bonhomme. » Le gamin renifle bruyamment et commence sans oser regarder l'inspecteur en face. « Ben voilà, le jour où M. Magnier est mort, je l'ai vu dans sa cuisine. J'étais moi aussi dans la cuisine. Je l'ai vu par la fenêtre de la cour. Il était seul ? Oui, il était tout seul. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris un fusil et il l'a mis dans son dos. Comment il tenait le fusil ? Ben, il l'avait mis sur l'étagère. Et puis il a tiré. Comment ? Ça, je sais pas. J'ai pas bien vu. La reconstitution devait démontrer le mécanisme de l'extraordinaire suicide de Raymond Magnier. Il a effectivement coincé son fusil entre son dos et l'étagère. Pour tirer, il s'est servi d'un couteau qu'il tenait au bout de sa main droite. Au coup de feu, il a été projeté en avant. Le fusil est tombé par terre et le couteau a chuté sur l'étagère où étaient précisément rangés d'autres couteaux. Sans le témoignage providentiel du petit Lavergne, la machination était parfaite. Bien entendu, Pierre de Chaux a été relâché aussitôt. Ah, il y a à cette histoire un épilogue qui, à défaut d'être original, a le mérite d'être vrai. Pierre de Chaux et Florence Magnier se sont mariés. Nul ne sait ce qu'ils sont devenus par la suite. Les couples heureux n'ont pas d'histoire.